Journal d'une paranoïaque. Jour 1, minuit 3. Test. Je vais tester un truc. Un genre de journal audio. Apparemment, parler à voix haute permet de mieux repérer les causes du stress et les idées obsessionnelles. Je dors plutôt mal ces derniers temps. J'ai cette impression bizarre. Comme si quelqu'un rentrait chez moi pendant la journée. Écoutez, comment vous expliquer ça sans passer pour une folle? Rien n'est volé, rien n'est déplacé, mais c'est là. C'est une sorte de ressenti, de tension, comme si l'air était moins à moi quand je rentre du boulot. Peut-être que je psychote. Jour 3, 21h47. Je viens de retrouver ma brosse à dents humide, alors que je ne l'ai pas utilisée depuis ce matin. J'ai fait le tour de l'appart, y a rien d'anormal. Et je me suis sentie vraiment ridicule. Mais je l'ai quand même jetée. Je vais commencer à laisser des pièges discrets, juste pour voir. Un cheveu coincé dans la porte, du sel sur le sol. Rien de dangereux. C'est juste pour me rassurer. Juste pour me prouver que j'ai tort. Que je suis un peu paranoïaque. Et que je devrais probablement aller voir un psy, au lieu de faire mes enregistrements à la con là. Enfin, je vais tester des trucs, et on va voir ce que ça donne. Jour 5, 23h15. Vous allez pas me croire. Le cheveu est tombé. Et le sel, il est légèrement déplacé. Très légèrement. Comme si quelqu'un avait marché dessus et puis tenté de le remettre comme c'était. J'ai vérifié toutes les serrures, les fenêtres, tout était fermé. Mais mon appart, ça sent différent. Comme si l'odeur de quelqu'un d'autre s'était mélangée à la mienne. C'est peut-être moi le problème. Je travaille trop, je me repose pas assez. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Je pense que ça commence à me faire disjoncter. Ça doit être ça. Je crois que je vais poser une caméra demain. Comme ça je serai fixée. S'il y a rien, je m'engage à prendre un rendez-vous. Et peut-être poser quelques jours de congé. Ça me fera pas de mal. Jour 6, 23h12. Vous allez pas me croire. Ma caméra a disparu. Je l'avais dissimulée dans une étagère face à l'entrée. Et elle n'est plus là. Rien d'autre n'a été volé. Juste ça. C'est un cauchemar. C'est vraiment un cauchemar ce que je suis en train de vivre. Est-ce que c'est vraiment en train de m'arriver? Est-ce que j'ai pété un câble? Parce que le pire, c'est pas la disparition de la caméra. Ah bah non. C'est qu'elle a été remplacée. Il y a maintenant un vieux modèle de caméscope. Comme ceux des années 90. Je sais pas si vous visualisez bien. C'est posé exactement là où j'avais caché la mienne. Je vous promets que c'est vrai. Je n'y ai pas touché. J'ai juste refermé la porte. Et je dors à l'hôtel ce soir. J'ose même pas parler à voix haute ici. Je sais que je suis pas seule. Jour 7, 10h02. Bon, je suis retournée chez moi ce matin. Il fait jour, c'est tout de suite plus rassurant. Mais ce que j'ai vu l'est beaucoup moins. Donc ce matin, quand je suis rentrée, le caméscope avait disparu. Mais sur ma table basse, il y avait une cassette VHS, noire, aucune étiquette. Bon, c'est super, mon colocataire fantôme me laisse des petits cadeaux. C'est très sympa de sa part. J'ai absolument rien pour lire cette cassette. Vraiment nul ce fantôme. Quelle idée d'enregistrer sur VHS en 2025. Et je vais être sincère, j'ai un peu envie de pleurer. C'est plus drôle. J'ai vraiment peur là. Mais j'ai un peu envie de savoir ce qu'il y a dessus. Je vais l'apporter au boulot demain. Je crois qu'on a encore un vieux lecteur dans la salle des archives. Jour 8, 18h39. Je l'ai regardée. J'ai regardé la cassette. Et donc, elle montre mon salon, de nuit. On me voit dormir sur le canapé. Et puis, lentement, une silhouette sort de la salle de bain. En rampant,
en silence et se dirige vers la caméra. Puis cette personne, elle s'arrête net et elle regarde directement dans l'objectif. Longtemps. Probablement au moins 30 secondes. Et enfin, elle lève une main, comme pour faire un signe. Mais au moment où elle bouge les lèvres, la vidéo s'arrête. La cassette est coupée, comme si quelqu'un voulait pas qu'on entende ce qu'elle dit. Je suis quand même rentrée chez moi. Jour 10, minuit 41. Je n'ai pas dormi. Je laisse le silence s'installer, j'écoute chaque craquement, et je n'ose plus aller aux toilettes la nuit. Mais je veux comprendre. Je veux savoir ce qu'il ou elle me veut. J'ai laissé un micro allumé dans le salon. Ça enregistre en continu. Jour 11, 3 heures pile. J'ai réécouté l'enregistrement. Il n'y a pas de voix, pas de bruit, rien. Mais vers la 30e minute, on entend un souffle, très lent, très proche du micro. Puis un mot, une sorte de murmure. Continue. Juste ça, juste continue. Je crois que cette chose aime quand je parle. Et je crois qu'elle m'écoute. Jour 11, 4h50. Je devrais avoir peur, mais c'est plus compliqué que ça. Il y a une forme de dialogue, même si ça ne parle presque jamais. C'est comme si on jouait à un jeu. Lui ou elle écoute, et moi je parle. Et tant que je continue, tout reste relativement calme. Je comprends pas ce que ça veut, ni pourquoi c'est chez moi. Mais une partie de moi commence à croire que c'était là bien avant, et que ça attendait juste quelqu'un comme moi, quelqu'un qui n'allait pas fuir tout de suite, quelqu'un qui allait tendre l'oreille. Jour 12, 2h15, dernier enregistrement. Si quelqu'un écoute ces fichiers, sachez que je n'ai jamais vécu seule. Pas vraiment. Et je crois que maintenant je suis de trop. L'homme dans les mises au point. Je fais de la photo depuis mes 16 ans. Portraits, paysages urbains, nature morte, j'aime capturer l'instant, figer ce que les autres ne remarquent pas. Je poste souvent mes clichés sur un petit compte Instagram, rien de sérieux. Un jour, en retouchant une série de photos prises dans un parc, j'ai remarqué une silhouette floue au fond de l'image. Un homme, debout, à la limite du cadre, à moitié masqué par un arbre. C'était impossible de distinguer son visage, la mise au point ne le touchait pas. Je me suis dit que c'était un joggeur ou un promeneur, rien de plus. Mais j'ai continué à le voir. Pas dans le parc, dans mes autres photos. Différentes dates, différents lieux. Sur un cliché de rue, au fond du trottoir. Sur une photo de soirée, à travers une vitre dans l'arrière-plan. Dans un reflet de vitrine, sur un cliché en noir et blanc. Toujours la même posture. Toujours le visage flou. J'ai d'abord pensé à une coïncidence, mais il y avait trop d'éléments qui collaient. La même silhouette, la même carrure, et à chaque fois, il était un peu plus proche. J'ai montré les photos à un ami photographe, et il m'a demandé si je faisais un projet conceptuel. J'ai dit que non. Il a regardé mes fichiers, les métadonnées, et il m'a juste dit « c'est pas possible ». Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a montré 2 clichés pris à des endroits différents, à des heures différentes, avec des focales différentes. Et pourtant, l'homme était placé exactement au même angle de prise de vue, comme s'il savait où je serais, quand je déclencherais, et quelle focale j'utiliserais. Je suis rentrée chez moi, assez mal à l'aise, et je me suis mis à repasser toutes mes anciennes photos.
Et là, j'ai compris. Il était partout. Même dans des clichés que j'avais pris des années plus tôt. Des photos que je croyais ratées. Je l'ai vu dans le reflet d'un miroir de rue, derrière les branches d'un arbre, dans l'ombre d'un tunnel. Toujours flou, toujours hors de la mise au point. Je n'ai plus touché à mon appareil pendant 2 semaines. Mais hier soir, j'ai craqué. Je suis sortie, à contre-cœur. J'ai pris mon réflexe, direction la banlieue, un vieux terrain vague. J'ai voulu prendre des clichés très nets, grand angle, pour éviter les flous. Mais dès la première photo, je l'ai vu. Net cette fois. Pas flou, pas caché. Il était debout, face à moi, vraiment dans le cadre. Et il me regardait droit dans l'objectif. Pas de bouche, pas d'yeux, juste un masque de peau trop lisse, trop tendu. Comme si le visage était un trompe-l'œil raté. Je sais pas vraiment comment décrire ça. Mais ce qui m'a terrifiée, c'est un autre détail inhabituel. L'un de ses bras semblait indiquer quelque chose. Un bâtiment derrière lui, au loin. Ce bâtiment, c'était mon immeuble. Je ne sais pas si cette entité me suit toujours. Quelles étaient ses intentions, pourquoi elle apparaissait uniquement sur les photos, alors que je ne l'avais jamais aperçue en vrai. Parfois, il vaut mieux rester dans l'ignorance pour préserver sa tranquillité. Je pense que je vais arrêter la photo. Mise à jour fantôme. Je traîne souvent sur les forums de jeux d'horreur. Pas les AAA pleins de jumpscares, non. Moi, ce que j'aime, ce sont les projets indépendants. Un peu moches, souvent bancals, mais capables de se retourner l'estomac avec 3 lignes de code. Et c'est là que je suis tombée sur spectral.vr, bêta. Il avait été posté sur un Reddit sans nom, sans description et sans image. C'était juste un lien de téléchargement. Le pseudo de l'auteur, c'était un long mélange de chiffres et de lettres, un peu comme un mot de passe de Wi-Fi. Je savais que c'était une mauvaise idée. Un coup à foutre en l'air son ordinateur avec un méchant virus. Mais j'ai cliqué. Bien sûr que j'ai cliqué. Une fois lancé, le jeu m'a demandé l'autorisation d'accéder à mon micro, ma webcam et mon répertoire local. J'ai refusé toutes les autorisations, sauf le minimum. L'intro du jeu était plutôt austère. Un écran noir, un texte blanc tapé ligne par ligne. Vous êtes déjà là. Puis silence. Pas de menu, pas de réglage. La partie démarrait automatiquement. Je me suis retrouvée dans un appartement vide. Angle droit, lumière froide. Les textures ressemblaient à celles d'un jeu de 2005 en low poly. Rien de remarquable, sauf une chose. Cet appartement ressemblait au mien. Pas une copie exacte, mais la disposition générale y était. Entrée à gauche, cuisine ouverte, couloir étroit vers ma chambre. Et au bout, un placard encastré dans le mur. Au début, j'ai cru une coïncidence. Mais plus ça avançait, plus je reconnaissais des éléments familiers. La vieille étagère en métal, la tache sombre au plafond, même le tapis déchiré au coin du salon. Et il y avait cette silhouette, un PNJ qui apparaissait lorsque je m'approchais du placard. Immobile, flou, toujours à la limite du champ de vision. Si je tournais la caméra trop vite, il disparaissait. Mais à chaque nouvelle partie, il était un peu plus net, plus proche. J'ai quitté le jeu et je suis partie dormir. Le lendemain, j'ai rouvert le dossier du jeu. Un nouveau fichier était apparu. Note utilisateur.txt. Ça contenait une seule ligne. Tu vis dans un niveau de test. Je l'ai supprimé. Je pensais que c'était une blague de développeur. Mais les jours suivants, les choses ont empiré. À chaque nouvelle session, le jeu devenait plus précis. Les textures du sol imitaient celles de mon carrelage. Une fissure dans le plafond est apparue, à l'endroit exact où j'en ai une chez moi. Même la lumière de l'ampoule de ma cuisine clignotait, comme en vrai. Et il y avait toujours ce personnage, plus net à chaque fois. Il ne bougeait pas,
mais semblait me regarder. Pas juste m'observer, vraiment me regarder et me reconnaître. J'ai tenté d'en parler sur un forum. On m'a dit que j'étais parano, que c'était de l'ARG, un jeu à énigmes ultra réaliste basé sur les métadonnées du PC. Peut-être que ça lisait mes fichiers, mes photos, l'image renvoyée par ma webcam, mais je n'avais donné accès à rien de tout ça. Puis une nuit, alors que je bossais sur autre chose, j'ai entendu un clic. Mon PC s'est allumé tout seul. L'icône du jeu était de retour. Je l'avais supprimée la veille pourtant, dossier vidé, corbeille purgée, et pourtant elle était là. Le fichier Spectral VR Beta avec la date de modification marquée. 3h03 du matin. Je n'ai pas lancé le jeu. Je me suis couchée, le téléphone en main, lampe allumée. Le surlendemain, j'ai reçu un message vocal d'un pote à qui j'avais envoyé le lien. C'était juste du bruit. Et puis une phrase, presque inaudible, murmurée à travers les grésillements. Il est aussi dans ma chambre. Je l'ai directement appelé. Pas de réponse. Le soir même, je me suis dit que j'allais enregistrer une dernière partie, juste pour comprendre. J'ai lancé OBS et démarré le jeu. Pas de chargement. Je suis apparue dans mon appartement exact. Pas une version approximative, non. Les mêmes livres sur l'étagère, les mêmes miettes sur la table, même la fenêtre cassée que je n'avais montrée à personne. Et dans le jeu, le placard était ouvert et la silhouette était dedans, assise, me fixant. J'ai tourné la caméra, mais cette fois, elle ne disparaissait plus. Le jeu s'est figé. Écran noir, puis du texte, tapé lentement. Tu continues de croire que c'est un jeu, mais il existe plusieurs versions de ton monde, et tu vis dans la mauvaise version. Mon écran s'est éteint, et une seconde plus tard, ma webcam s'est allumée. Je l'ai vue, l'image. C'était moi, assise à mon bureau. Et derrière moi, dans le placard entrouvert, quelque chose bougeait. Quelqu'un. Pas flou, pas virtuel. Juste là. Je me suis évanouie. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, il n'y avait rien dans mon placard. Et le jeu avait disparu. Impossible de le retrouver sur mon ordinateur. Ou de retrouver toute trace de son existence sur le web. Le néant. J'ai cru devenir folle. Que ce soit sur le subreddit où je l'avais trouvé ou sur les forums où j'avais posté des questions, il n'y avait plus aucune trace des commentaires que j'avais laissés. Et c'est comme si personne n'en avait jamais entendu parler. Depuis, je ne joue plus. À vrai dire, je ne touche plus à un clavier. Mais parfois, en passant devant une vitrine ou un miroir, je vois mon reflet, immobile. Et juste derrière, dans le flou, le même placard, toujours entrouvert. Code 513. Je travaille de nuit. Je suis opératrice de télésurveillance pour une boîte privée. Des écrans, des alarmes, des protocoles, rien de glorieux. Mais c'est calme, plutôt bien payé, et je suis seule, ce qui m'arrange. Je commence à 22h et je termine à 6h du matin. Chaque nuit, je surveille une trentaine de sites. Bureaux, entrepôts, parkings souterrains. La routine est simple. Si une alarme se déclenche, je vérifie les caméras, j'analyse la situation et j'ai une liste de personnes à contacter si j'estime que c'est nécessaire. 99% du temps, ce sont des animaux ou des erreurs de capteurs. Mais cette nuit-là, il était 2h38 quand j'ai entendu la sonnerie stridente. C'était pas une fausse alerte classique. Le code 513 s'est affiché en rouge sur l'écran central. Je n'avais vu ce code qu'une seule fois, dans le manuel. Intrusion confirmée. Présence humaine détectée en zone sécurisée. Le site concerné était un entrepôt désaffecté en périphérie de la ville. Un immense bâtiment, vide depuis 2 ans.
Pas d'équipe de nuit, pas de livraison prévue. Juste des murs, des couloirs, des caméras. J'ai ouvert le flux. Caméra 1, rien. Caméra 2, rien. Puis j'ai continué jusqu'à la caméra 5. Et là, il y avait un homme, tout seul. Il marchait lentement dans l'allée centrale. Vêtements sombres, silhouette floue. Pas de lampe, pas de sac. Juste lui. Ses pas résonnaient à travers les haut-parleurs. Calme, lent. Il savait où il allait. J'ai vérifié l'historique. Aucune entrée enregistrée. Aucune alarme de porte forcée. Il était juste apparu. J'ai appuyé sur le bouton d'appel de sécurité, mais le système a mis plusieurs secondes à réagir. Pendant ce temps, je suis passée à la caméra suivante. Et il était plus proche. Comme s'il avait deviné où la caméra suivante se trouvait. Comme s'il synchronisait ses pas avec mes écrans. Il ne regardait jamais directement les objectifs. Son visage restait dans l'ombre. Je suis revenue en arrière. Et j'ai revu la caméra 5. Il n'était pas là 2 minutes plus tôt. Pas un seul pixel d'ombre. Et puis, il est apparu, comme ça. Apparu debout au milieu du couloir, comme chargé dans le décor. J'ai déclenché le niveau 2 de la procédure. Isolement du site, appel des forces de l'ordre. Mais la ligne externe restait muette. Caméra 9, il tournait à un angle. Caméra 12, il approchait de la salle technique. Mais il n'y avait pas de salle technique dans cet endroit. Je commençais à transpirer et j'ai agrandi la vidéo. Ses bras pendaient le long du corps, rigides. Il n'avait pas de visage reconnaissable. Ses traits semblaient flous, comme si la caméra refusait de le définir. En appuyant de façon répétitive sur la touche permettant de passer à la caméra suivante, je suis passée aux caméras d'un autre lieu, un lieu dont je ne me souvenais pas avoir la garde. J'ai retrouvé la trace de l'intrus sur la caméra 18. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Je reconnaissais cet endroit. J'ai regardé le plan du site et le couloir menait à la salle de surveillance encore une fois, celle où devrait se trouver un opérateur. Et là, j'ai vu le nom de la dernière caméra active. Caméra 22, poste de supervision, opératrice numéro 43. Je suis restée figée. Je n'ai jamais vu cette caméra dans la liste. Elle ne devrait pas exister. J'ai cliqué dessus. Et là, sur l'écran, je me suis vue, assise à mon bureau, dans ma propre pièce, en temps réel. Et derrière moi, à l'entrée, la poignée a bougé, lentement, sans bruit. J'ai arraché la prise du moniteur. Tout s'est éteint. Plus d'images, plus de flux, plus rien. Mais j'ai encore ce détail qui me hante. Juste avant que l'écran devienne noir, la silhouette s'est arrêtée derrière moi. Et j'ai vu son bras se lever, comme s'il allait me poser la main sur l'épaule. L'enfant du grenier. On a emménagé dans cette maison il y a un peu plus de 2 mois. Une belle opportunité, qu'on n'aurait jamais pu se permettre sans la baisse soudaine du prix. Petite réparation à prévoir, disait l'annonce. Mais la maison était spacieuse, lumineuse, avec un grenier, un jardin, 3 chambres, parfaite pour nous. Et surtout pour Léo. Léo, c'est notre fils. Il a 6 ans. Curieux, sensible, souvent dans la lune. Depuis notre arrivée, il s'est vite attaché à la maison, surtout au grenier. On ne l'utilise pas vraiment. Trop bas de plafond, pas isolé. C'est juste un vieil espace poussiéreux, avec quelques cartons laissés là par les anciens propriétaires. Mais Léo adorait ce grenier. Il passait son temps à y grimper. Il montait avec ses jouets, ses livres, et parfois, on l'entendait parler seul là-haut. Ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Un soir, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu un rire étouffé venir du plafond. Un rire d'enfant, aigu, presque chantant. J'ai souri. Léo avait sûrement trouvé un jeu qui le faisait marrer. Et quand je l'ai appelé pour dîner, il est descendu en silence, l'air distrait. Il ne riait pas.
et il ne semblait pas s'amuser. « Tu parlais à qui là-haut ?»« À personne. Je jouais. » Sa réponse m'a laissé un peu perplexe. Mais à cet âge-là, les amis imaginaires c'est normal. Je devais lui laisser ses petits secrets. Les jours ont passé, et les rires ont continué. Parfois même quand Léo était déjà en bas dans le salon. Mon mari a vérifié que personne n'était monté sans qu'on le sache. Il n'y avait pas de passage extérieur, pas d'accès facile pour un animal. On a commencé à douter. Pas d'être suivi, non, mais que quelque chose clochait avec cette maison. Alors un soir, discrètement, on a installé une caméra dans le grenier. Une petite, discrète, à détection de mouvement et branchée sur une appli. On voulait juste savoir, comprendre ce qui se passait. Le lendemain, on a vu que la caméra avait enregistré quelque chose. On a lancé la vidéo assis tous les deux sur le canapé. L'image était un peu granuleuse. On voyait Léo qui venait s'asseoir en tailleur face à l'angle du grenier, à la lumière d'une veilleuse. Il ne jouait pas, il parlait. Mais il n'avait pas l'air de mener la conversation. Puis une voix s'est fait entendre, une voix d'enfant, claire, douce, mais étrangement mécanique, comme une vieille cassette audio un peu ralentie. « Tu veux que je descende maintenant ?» Il y a eu un long silence. Puis Léo a répondu. « Papa a dit que tu pouvais rester, tant que tu ne manges personne. » Mon mari a mis pause, et on s'est regardé. On a remis en arrière. La phrase était assez claire, et la voix n'était pas celle de Léo. On est monté aussitôt dans le grenier. Rien. Aucune trace de passage. Pas même de la poussière déplacée. Mais cette nuit-là, on a entendu des bruits de pas sur le plafond. Lents, réguliers, comme si un enfant faisait les 100 pas là-haut. Le lendemain matin, Léo nous a demandé « Il peut dormir dans ma chambre ce soir ?» On a dit non, et on a décidé de quitter la maison dans la semaine. Le lendemain, Léo n'est pas descendu à l'heure du petit déjeuner. Je suis montée en courant dans sa chambre. Le lit était défait, la fenêtre entr'ouverte, mais aucune trace de Léo. J'ai hurlé son nom, fouillé chaque pièce, et mon mari a appelé la police. J'ai voulu revoir les enregistrements de la caméra. Il y avait une nouvelle vidéo. Cette fois, Léo n'était pas là. Mais dans le champ de la caméra, quelque chose bougeait dans l'ombre. Quelque chose à 4 pattes, avec une tête penchée et des bras trop longs pour un enfant. Et la voix a chuchoté, juste avant la fin du clip. « Papa a menti. J'ai déjà mangé. » C'était censé être notre premier vrai chez nous. Un appartement neuf et lumineux dans une résidence sécurisée, avec un interphone et un badge magnétique à l'entrée. Pas un palace, non, mais pour de jeunes actifs comme nous, c'était parfait. On avait signé le bail quelques jours après avoir répondu à l'annonce. L'agent immobilier nous l'avait vendu comme un appartement témoin légèrement remanié, resté inoccupé après la livraison. Une affaire, en somme. Tout semblait propre. Impeccable. Peut-être un peu trop. Les premiers jours, on s'est installé tranquillement. On a décoré, personnalisé ce nouvel espace, mais très vite on a commencé à remarquer des petits détails étranges. Le parquet grinçait par endroits alors qu'il était neuf. On entendait des cliquetis le soir, comme des pas, ou des ongles sur le sol. Mais surtout, il y avait ce sentiment d'être observé. Rien de concret, juste une gêne, un frisson. Puis Clara a remarqué quelque chose de bizarre. « Regarde ce mur, il sonne creux là, et plein ici. » Peut-être un pilier, une cloison technique ? Ou un espace vide.
Elle a commencé à tapoter tous les murs. Certains résonnaient, d'autres non. C'était comme si notre appartement était entouré de vide inutilisé. Un soir, j'ai remarqué une longue fissure dans le coin supérieur du salon. Rien de grave, mais en m'approchant, j'ai vu que ce n'était pas une simple fissure. C'était une ouverture masquée, un petit Judas dissimulé derrière une couche de peinture. Quelqu'un de l'autre côté du mur pouvait voir l'intérieur de notre appartement. J'ai eu un haut le cœur. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé pour enquêter. J'ai ouvert les plans cadastraux de l'immeuble, et j'ai découvert que l'immeuble était étrangement petit par rapport à l'espace prévu au sol. Comme si des mètres carrés manquaient. Comme s'il y avait un couloir fantôme ou une pièce dissimulée derrière les murs. J'ai tout raconté à Clara. Cette nuit-là, elle m'a réveillé en tremblant. Elle avait entendu quelqu'un respirer dans la salle de bain. Mais quand je suis allé voir, il y avait personne. Juste de la buée sur le miroir. Et un mot, tracé avec un doigt. Chut. On a contacté le syndic. Ils nous ont dit que c'était impossible. Aucune structure cachée, aucun passage secret. C'était probablement juste une illusion auditive. Mais la nuit suivante, j'ai installé une petite caméra en face du mur suspect. Le lendemain, j'ai passé la vidéo en accéléré. Vers 3h17 du matin, une trappe s'était ouverte à la jonction du mur et du sol. Une main fine était sortie. Puis une tête. Un homme, chauve, torse nu, rampant sur le sol comme un insecte. Il s'était glissé dans le salon et avait observé Clara dormir, puis il était reparti en silence par la même ouverture. J'ai failli vomir. J'ai montré la vidéo à la police. Ils ont fouillé l'immeuble et ils ont découvert un réseau de pièces secrètes, aménagées dans les cloisons de plusieurs appartements témoins. Des couloirs étroits, des ouvertures vers plusieurs logements. Dans ces couloirs, des matelas sales, des restes de nourriture, des vêtements, et même un carnet rempli de notes sur nous. Des horaires, des habitudes, des croquis. Et au dos du carnet, une phrase écrite en lettres grasses. Ils sont parfaits, ils ne m'entendent jamais. La chambre en trop. Quand j'ai visité l'appartement, je me suis tout de suite sentie bien. C'était un T2, un peu vieillot mais propre, avec un parquet ancien et suffisamment de fenêtres pour avoir une bonne lumière naturelle. C'était parfait pour une première location seule. Mais ce n'est qu'après avoir signé le bail que je l'ai remarqué. Au fond du couloir, il y avait une porte en trop, une troisième pièce. Et je me suis demandé comment j'ai pu passer à côté. J'ai rouvert l'annonce. T2, séjour, chambre, cuisine, salle de bain, mais pas de troisième pièce. Et pourtant la porte était là, blanche, banale et verrouillée. J'ai appelé l'agence. « Ah, vous parlez du placard ? C'est condamné. Ah, c'est rien d'important, laissez tomber. » Sauf que ce n'était pas un placard. Pas avec ce genre de poignée. Pas avec ce genre de courant d'air glacé qui s'en échappait quand on s'en approchait. Les premières semaines, je l'ai ignoré. J'ai repris le rythme. Boulot, métro, dodo. Je vivais seule et j'étais tranquille. Mais peu à peu, des choses étranges ont commencé à se produire. D'abord, des objets déplacés. Ma télécommande retrouvée dans la cuisine. Mon téléphone rechargé alors que je ne l'avais pas branché. Des détails, des trucs faciles à expliquer. J'oubliais sûrement. Puis il y a eu les bruits. La nuit, je me réveillais en sursaut, croyant entendre quelqu'un marcher dans le couloir, ou respirer, juste derrière la porte de cette fameuse pièce condamnée. Je me suis convaincue que c'était le voisin du dessus. Mais un soir, j'ai collé mon oreille contre la porte, et j'ai entendu quelqu'un pleurer doucement de l'autre côté. J'ai pris mes distances, dormir chez des amis, traîner plus longtemps au travail, tout pour éviter de rentrer chez moi. Mais dès que je rentrais, je sentais bien qu'on m'attendait. Une nuit, en me levant pour aller boire un verre d'eau, j'ai remarqué que la porte était entr'ouverte. À l'intérieur, une pièce vide. Pas de meubles. Juste du carrelage blanc, un plafond plus bas que le reste de l'appartement, et une chaise face au mur. J'ai fermé la porte en vitesse, et le lendemain, j'ai acheté une serrure supplémentaire. Mais les choses ont empiré. Un matin, mon réveil a sonné à 3h14. Je ne l'avais pas programmé. Quand je me suis assise dans mon lit, la porte était grande ouverte. Et la chaise, elle était tournée vers moi. Ce jour-là, je n'ai pas été bosser. J'ai tenté de bloquer la porte avec une étagère, puis avec des clous. J'ai dormi chez mes parents une semaine. Mais l'agence n'a rien voulu entendre.
Écoutez, madame, il n'y a pas de 3e pièce dans ce logement. Vous êtes dans un T2. Mais la porte... Il n'y a pas de porte, madame. J'ai demandé à un ami de venir constater. Quand il est arrivé, la porte n'était plus là. À sa place, un mur lisse, peint comme le reste du couloir. Il m'a regardé bizarrement, et il est reparti. J'ai cru devenir folle, mais la nuit suivante, en allant aux toilettes, la porte était revenue, et elle était ouverte. Je n'ai plus cherché à comprendre. J'ai fermé la porte, collé une table devant, et j'ai essayé de continuer à vivre. Mais maintenant, quelqu'un d'autre vit ici. Je ne le vois pas, mais je le sens. Parfois, mes vêtements ne sont plus au bon endroit. Je trouve des miettes que je ne reconnais pas sur la table. Et l'eau chaude met plus de temps à venir, comme si quelqu'un s'était déjà douché avant moi. Et puis, il y a cette odeur. Pas de moisissure, non. Une odeur de peau humaine, froide, humide, comme si quelqu'un dormait sous mon lit pendant que je travaille. Hier soir, en rentrant, j'ai trouvé un post-it sur mon miroir. Tu fais trop de bruit quand tu dors. L'écriture n'était pas la mienne. Et ce matin, dans ma penderie, une chaise m'attendait, placée face à moi, comme si quelqu'un m'observait chaque matin, depuis des jours. Je vais partir. Je vais partir et laisser toutes mes affaires, peu importe. Je ne veux plus vivre ici. Mais avant ça, je voulais vérifier une dernière chose. J'ai placé mon téléphone dans le salon, caméra allumée, braquée sur la porte. Et je suis sortie. Et ce soir, en visionnant l'enregistrement, j'ai vu quelque chose. Pendant plusieurs minutes, l'image reste figée, vide. Puis la porte s'ouvre lentement. Quelqu'un sort. Un homme nu, maigre, le corps recroquevillé. Il marche à 4 pattes, puis il se lève. Et il me regarde. Pas la caméra, moi, comme s'il savait que je le regardais. Et il murmure quelque chose, avant de repartir dans la pièce. J'ai dû repasser le passage 5 fois pour comprendre ce qu'il disait. Il reste encore une chaise, pour toi. L'odeur. Au début, ce n'était rien. Une note faible perdue dans l'air, presque imperceptible. Un peu comme une vieille éponge qu'on aurait laissée traîner. Je pensais que ça venait du frigo, ou des canalisations. Mais l'odeur restait. Et surtout, elle changeait. Elle avait quelque chose d'humide, d'organique. C'était inclassable. C'était un mélange de terre remuée, de graisse animale, de peau suintante et de viande pourrie. Quelque chose que je n'avais jamais senti, et qui pourtant me semblait profondément familier. La première semaine, j'ai aéré, puis j'ai nettoyé tout l'appart, carrelage, plainte, conduit d'aération. Je suis même montée sur une chaise pour vérifier au-dessus des placards. Mais l'odeur persistait, et elle se rapprochait. Pas dans l'espace, dans l'intimité. Je la sentais dans mes draps, dans mes vêtements, et même sur ma peau. J'ai commencé à prendre 2 douches par jour, puis 3, à frotter jusqu'à ce que ma peau rougisse. Et pourtant, chaque fois que je sortais de la salle de bain, l'odeur revenait, comme si elle s'infiltrait sous ma chair. J'ai demandé à des amis, à ma sœur, à ma voisine, personne ne sentait rien. Rien du tout. Peut-être que t'as juste un petit coup de fatigue, c'est probablement un truc psychosomatique. Psychosomatique. C'est facile à dire quand on ne sent pas sa propre décomposition. La putréfaction progressive de son corps, alors qu'on est encore vivant. J'ai commencé à gratter les peaux mortes sur mes jambes et mes bras, jusqu'au sang. J'ai tout jeté. Mes vêtements, ma literie, mes rideaux. J'ai dormi par terre, dans une pièce nue. Mais ça n'a rien changé. Alors, j'ai dormi à l'hôtel. Toujours la même chose. J'ai donc changé d'hôtel 2 fois. Et à chaque fois, l'odeur me suivait. Pas dans les murs, en moi. J'ai fini par consulter. ORL, dermato, psychiatre, tous me disaient la même chose. C'est du stress.
Peut-être un trouble de l'olfaction. Vous sentez des choses qui ne sont pas là. Mais moi je les sens, je les vis. Pour moi c'est réel. J'ai changé de dentifrice, de shampoing, de savon, et je me suis rincée avec du vinaigre blanc. Puis je me suis frictionnée avec du sel. J'ai essayé de me désinfecter vivante. Mais l'odeur empire, et je ne me supporte plus. Alors, j'ai commencé à me réduire. Je me suis rasé la tête, pensant que c'était les cheveux, puis tous les poils, du visage jusqu'aux pieds. Mais l'odeur restait. Et puis j'ai remarqué autre chose. Quand je m'endormais, j'avais parfois cette sensation, comme si quelqu'un me flairait. Pas un courant d'air, pas un bruit, un nez invisible collé à ma peau, et un sourire. J'ai commencé à rêver de moi-même, mais une version pourrie. Une peau grisâtre, des cheveux collés par le sébum, un ventre gonflé de gaz. Et toujours ce sourire. Alors une nuit, j'ai craqué. J'ai arraché un de mes ongles, volontairement, juste pour voir, pour le sentir. Et il sentait, exactement comme l'odeur, plus fort encore. J'en ai eu la nausée. Et j'ai compris. Ce n'est pas que je pourris, c'est que quelque chose en moi grandit. Un autre moi, une sorte de parasite, un résidu qui s'est accroché à moi et qui refuse de partir. Quelques jours plus tard, j'ai entendu des bruits dans les murs. Pas des rats, des bruits de doigts, des griffures douces et de respiration étouffée. Et une nuit, dans un coin de la salle de bain, j'ai vu que le carrelage était comme craquelé, une sorte de joint qui avait gonflé, comme une cloque. J'ai pris un cutter et j'ai découpé tout autour. Et là, j'ai vu une sorte de poche de chair. Dedans, quelque chose bougeait. Je me suis mis à gratter, à ouvrir, et j'ai trouvé une cavité, un petit espace. Et dans cet espace, quelqu'un était là. Pas quelqu'un, moi. Un corps, petit, ratatiné, mais avec mon visage, les yeux grands ouverts, me fixant. Sa bouche était entr'ouverte, et sa peau comme une nappe de graisse jaune. Et surtout, ça respirait, ça vivait. Et en le regardant, j'ai eu une pensée qui ne venait pas de moi. Tu as trop nettoyé, tu l'as réveillé. Je suis tombée à genoux, et lui, ce petit moi, il m'a souri, puis il a parlé, pas avec la bouche, mais directement dans ma tête. Tu peux venir avec moi maintenant, tu sens bon. Depuis, l'odeur est partout, pas seulement en moi, dehors aussi. Je la sens dans les gens, dans les métros, dans les files d'attente. Ils pourrissent eux aussi. Ils sont tous habités, mais ils ne le savent pas encore. Et bientôt, ils vont sentir, et ils vont gratter, et creuser, et comprendre. Je ne suis pas la première, je suis juste probablement la plus honnête. Et toi qui écoutes, tu sens quelque chose maintenant, pas vrai ? La voisine du dessus. Je vis seule au 5e étage d'un vieil immeuble parisien. C'est un vieux bâtiment d'inspiration haussmannienne, avec parquet qui craque, moulure au plafond et surtout beaucoup de bruit. Mais j'aime cet appartement. Il a une lumière douce le matin, un petit balcon, et je suis à 2 pas de la fac. C'était parfait. Enfin, presque. Il y a l'étage du dessus. Le 6e. Officiellement, il est vide, en travaux depuis plus d'1 an selon l'agence. Personne n'y vit, pas d'électricité, pas de chauffage, pas d'accès. Et pourtant, j'entends des bruits, tous les soirs, des pas légers, quelque chose ou quelqu'un qui traîne des meubles, et parfois des rires, des petits rires discrets, suffisamment étouffés pour douter, mais trop nette pour les ignorer. Au début, j'ai pensé à des ouvriers squattant les lieux,
Mais à 23h, tous les soirs, j'ai appelé l'agence. Je leur ai raconté les bruits, les déplacements, les rires, et ils ont été formels. C'est impossible. Personne n'a les clés en dehors du personnel autorisé. Le 6e est condamné et sécurisé pour les travaux. J'ai raccroché, mais les bruits ont continué. Alors, j'ai commencé à tendre l'oreille, à noter les heures, les motifs. Toujours entre 22h du soir et 2h du matin. Toujours ces mêmes sons. Un soir, j'ai entendu quelque chose de nouveau. 3 coups. Comme si quelqu'un frappait sur le plancher, ou mon plafond. 3 coups espacés, répétés à plusieurs reprises. J'ai pris mon balai et j'ai frappé en retour. 3 coups, juste pour voir. Silence. Puis, quelque chose a raclé juste au-dessus de moi, comme si une chaise s'était déplacée, vers moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain, j'ai décidé de monter. Je voulais voir par moi-même, me prouver qu'il n'y avait rien. Le 6e est bloqué par une vieille porte fermée à double tour. Je l'ai poussée. Rien. Mais juste à côté, une autre porte plus discrète, une issue technique, et elle était entrebâillée. J'ai hésité, puis je suis rentrée. Le couloir était plongé dans le noir, une odeur de poussière et de renfermé m'a piqué les narines. J'ai avancé, doucement, éclairant avec mon portable. Les appartements étaient vides, à moitié démolis, recouverts de bâches et de plâtre écaillé. Mais dans la dernière pièce au fond, quelqu'un avait aménagé un espace. Un vieux fauteuil, posé pile au centre de la pièce. Et juste devant, une trappe au sol. Elle était ouverte, et elle donnait directement sur mon plafond. Une lumière, une vieille lampe halogène, était braquée vers un trou, comme un projecteur de théâtre. Je me suis approchée, le cœur au bord des lèvres, et j'ai regardé. Le trou dans mon plafond offrait une vue parfaite sur mon salon, mon canapé, mon bureau, tout. Depuis ce fauteuil, on pouvait m'observer, toutes les nuits. Il y avait même des miettes par terre, un gobelet vide, une couverture pliée. Quelqu'un vivait là. Quelqu'un me regardait dormir. Je suis sortie sans un bruit, et j'ai appelé la police. Ils ont fouillé, trouvé des traces de présence, mais personne. Officiellement, ils parlent d'un squatteur malin, probablement parti avant leur arrivée. L'agence a condamné l'accès, et le trou a été bouché. Mais depuis ce jour, certains soirs, quand je m'assois dans mon canapé, je sens comme une sorte de courant d'air, un souffle, presque imperceptible, et toujours cette sensation d'être regardé. Et je me demande si, quelque part dans les murs, le fauteuil n'a pas été déplacé, plus près, vers une autre trappe. Pièce jointe. Je suis monteuse vidéo freelance. Je bosse depuis mon salon, souvent de nuit, casque vissé sur la tête. Je n'ai pas de collègues, pas d'horaire fixe, pas vraiment de limite non plus. Parfois, j'ai l'impression que mes journées se fondent les unes dans les autres, mais c'est comme ça que je fonctionne. Un soir, j'ai reçu un mail sans expéditeur identifié. Objet, demande urgente. Pas de message, juste un fichier en pièces jointes. Vide 001.mov. Par habitude, je l'ouvre. C'est un plan fixe, flou, un couloir sombre de nuit. On ne distingue pas grand-chose, pas de son, à part un grésillement lointain, presque inaudible. Il n'y a rien d'exploitable. Je l'ai laissé dans un dossier à part, pensant à une erreur ou à une tentative de phishing. Le lendemain, à la même heure, un second mail. Même adresse, même absence de message. Nouvelle pièce jointe, vide 002.mov. Encore un plan nocturne, immobile. Cette fois, un salon vide, des meubles banals, une lumière très faible. La qualité est mauvaise, mais il y a quelque chose dans l'ambiance.
une étrangeté que je n'arrive pas à définir. Je ne réponds pas, mais je garde le fichier. Et les jours suivants, ça continue. Un nouveau clip chaque nuit. Toujours les mêmes plans. Couloir, pièce sombre, silence. Comme une installation vidéo un peu conceptuelle. Par curiosité, je commence à les importer dans un projet. Je les trie, je synchronise les rares sons, et je joue avec les niveaux, les couleurs, les contrastes. Et c'est là que je remarque un détail. Sur Vide 006, dans un fond sonore à peine audible, j'entends une voix, une phrase simple. « Tu m'entends bien là ?» C'est ma voix. Une conversation que j'ai eue 2 jours plus tôt, avec une cliente au téléphone. Et je remonte les autres vidéos, je scrute les détails, et lentement je réalise. Sur Vide 008, le motif du rideau, c'est le même que celui de ma chambre. Sur la 9e vidéo, un carton oublié sous ma table basse. Et sur la 10e, mon canapé, le même, exactement le même. Ce sont des extraits filmés chez moi, mais pas directement. C'est filmé en cachette, toujours de loin, toujours depuis un coin de la salle, comme si quelqu'un essayait délibérément de ne pas être repéré. Je coupe tout, je débranche les micros, les caméras, même mon routeur. Je vérifie les serrures, je change mes mots de passe, et je passe l'après-midi à tout inspecter, centimètre par centimètre. Rien. Pas de traces, pas de caméra cachée, mais les vidéos continuent d'arriver. À chaque nouveau fichier, l'image est un peu plus nette, un peu plus proche. On me voit passer, de dos. On entend mes pas. On entend ma respiration par moments. Et puis un soir, je reçois un fichier différent. Vide 014.mov. Cette fois, la vidéo est montée, stabilisée, retouchée, avec des fondus, des coupes nettes. Quelqu'un l'a montée, comme moi, comme si j'étais devenue l'objet d'un projet. Et à la fin, un fondu au noir, une ligne blanche qui s'écrit lentement. J'aime bien ton rythme. Je crois que je n'ai pas dormi cette nuit-là. Et le lendemain, plus rien. Pas de mail, pas de fichier, et je me suis sentie bizarrement vide. Comme si quelque chose me manquait. Comme si cette attente faisait désormais partie de mon quotidien. Je deviens accro. Je vérifie ma boîte mail toutes les heures. J'hésite à en parler à quelqu'un. Mais qui me croirait ? J'ai reçu des vidéos floues d'un mec qui me filme chez moi, mais pas de preuves, pas de visage, juste une ambiance étrange. Je passe pour une folle. Une semaine passe, et puis un mail. Objet, dernier rendu. Une seule pièce jointe. finaledit.mp4. Je n'hésite même pas. Je l'ouvre. Plan fixe. Mon salon. Nuit. Je dors sur le canapé. La caméra zoome lentement sur la porte d'entrée. On entend un bruit, comme un raclement. Puis, très lentement, la porte s'ouvre. Mais dans la vidéo, je ne bouge pas. Je dors toujours. Quelqu'un entre. On ne voit que son dos. Et il s'approche de moi. Très lentement. Puis il se penche. Et la caméra s'arrête juste avant de révéler son visage. Écran noir. Et une phrase en blanc qui s'affiche. Tu as laissé la porte ouverte. Je me fige. Je cours jusqu'à ma vraie porte d'entrée. Elle est fermée, verrouillée. Mais sur le sol juste devant, il y a une clé USB, noire, sans étiquette. Je ne l'ai pas branchée. Pas encore. Mais je sais qu'un jour, je vais le faire. Je vais céder. Et quand ce sera le cas, je ne suis pas sûre que la vidéo s'arrêtera avant la fin. Le cercle autour de moi. Au début, c'était juste une sensation. Pas de douleur, pas de symptômes physiques, juste ce sentiment que quelque chose me cerne. Comme si j'étais suivie, non pas par une personne, mais par une forme.
un truc abstrait, presque mathématique. Je le ressentais dans les transports, quand le métro freine, quand les gens me pressent. Leur corps forme une sorte de barrière, un arc. Et si je regarde bien toujours, ils sont disposés en demi-cercle, comme si quelqu'un dessinait quelque chose autour de moi avec eux, quelque chose de précis. Je n'y ai pas prêté attention, pas tout de suite. Juste une impression, je me suis dit, un réflexe de citadine stressée. Mais les coïncidences ont commencé à s'empiler. Un matin, en prenant mon café, j'ai vu des bulles parfaitement circulaires, figées en surface. Et elles ne bougeaient pas. Et plus étrange encore, il y en avait 7, parfaitement réparties en couronne. Un autre jour, en me rendant au travail, je retrouvais des pièces de monnaie disposées en rond au pied de ma porte. Aucune ne dépassait la ligne imaginaire. Elles me cerclaient. Au bureau, j'ai vu mes collègues déplacer inconsciemment leurs objets en rond autour de moi. Stylos, tasses, carnets, un cercle encore. Toujours. J'ai commencé à compter, à mesurer les distances. Et c'est là que j'ai compris. Il y a un rayon, variable selon les jours, mais toujours précis. Un matin, c'était 1,20 m, puis 85 cm, puis 62. Tout autour de moi, les choses s'alignent le long de ce rayon. Je dors, et je me réveille entourée de petits objets. Des vis, des bouchons, des cailloux, tous en anneaux autour de moi. Ils ne sont pas lancés au hasard, ils sont disposés, intentionnellement. Et personne ne comprend quand j'en parle. Tu es sûr que ce n'est pas toi qui les poses ? Tu sais, le cerveau aime voir des motifs. T'as peut-être juste besoin de vacances. Alors, j'ai tenté de m'enfuir. Changer de ville, partir au hasard. Je suis allée à la mer. J'ai dormi dans ma voiture. Et je me suis perdue volontairement. Sans téléphone, sans GPS. Mais le cercle me suit. Et surtout, il se referme. Le rayon a encore diminué. 45 cm, puis 30. Je le sens maintenant. Il n'est pas visible, mais je le perçois. Quand je tends le bras, il y a une résistance, comme si l'air lui-même devenait plus dense à une certaine distance, comme si je vivais dans une bulle, et que la paroi se resserrait. Quand je me cogne, ça ne fait pas mal, mais ça vibre, ça ronfle, comme si quelque chose veillait. Je ne dors plus très bien, je reste immobile au centre, et c'est là que j'ai compris une chose. Le cercle n'est pas vide, il protège, il contient, car à l'intérieur, je ne suis plus seule. Je sens des présences, pas dans mes yeux, dans mon souffle. Parfois, elles me frôlent, elles passent juste derrière moi en silence. Je les vois du coin de l'œil, mais elles ne sont jamais là quand je me retourne. Et elles ne peuvent pas sortir. Elles vivent dans ce cercle, et moi aussi. Je ne l'ai compris que récemment. Je suis le centre, c'est moi le point d'origine de ce cercle, et ce qu'il y a autour, ce sont les autres moi. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, déjà merci beaucoup parce que c'est vrai qu'elle était longue. Et n'hésitez pas à me dire quelles sont vos histoires préférées. Vous pouvez mettre les 2 ou 3 histoires que vous préférez. Comme ça je me fais un peu une idée du genre d'histoire qui vous plaise le plus. Et je vous souhaite une bonne soirée, journée, une bonne nuit. Et à la prochaine vidéo.